nos régimes peuvent être dits démocratiques, mais nous ne sommes pas gouvernés démocratiquement. C'est ce que dit Pierre Rosanvallon dans l'introduction de son ouvrage sur le bon gouvernement. Et pourquoi n'avons-nous pas de bon gouvernement? Et tout l'intérêt de ce livre, de cette recherche que nous avons beaucoup appréciée, c'est de démontrer qu'en partie, mais pour une partie importante, cela tient à la manière dont est financée la vie politique. Il y a un vice consubstantiel dans les lois qui organisent le financement de la vie politique. Donc même si on fait abstraction de la fraude, de la corruption, même si on fait abstraction des faveurs accordées éventuellement à M. Macron à Lyon, si on fait abstraction des financements libyens, si on fait abstraction de l'affaire Big Malion, si on n'applique que la loi pure et dure, eh bien, on a malgré tout un système qui est corrupteur. Et la démonstration implacable de cet ouvrage est très intéressante à cet égard. En réalité, ce système est inégalitaire, il n'est pas démocratique, il est plutocratique, c'est-à-dire qu'il organise le gouvernement des riches et même le gouvernement des très riches. Comment cela? L'État, et en plus, l'État favorise cette situation par la déduction fiscale. Alors, cet ouvrage nous montre qu'il n'y a que 290 000 de nos concitoyens qui financent la vie politique. Et l'État leur rembourse, par le biais de la déduction fiscale, 145 €. Mais il y a 2900 qui sont au maximum, parce que vous savez que vous pouvez donner à un parti politique 7500 €, et donc à eux, l'État rembourse, par le biais de la déduction fiscale, 5000 €. Et pour ceux qui n'ont rien à déduire, qui ne déclarent rien, l'État, évidemment, ne leur rembourse rien. Et on sait maintenant que, ça c'est pas dans le livre, ce sera dans la deuxième édition, mais que la moitié de la campagne d'Emmanuel Macron a été financée par 913 personnes. Donc on peut s'interroger sur le point de savoir si le président de la République, ainsi élu, est redevable vis-à-vis du peuple français ou s'il n'est pas aussi quelque part un peu, et surtout redevable au milieu de personnes qui l'ont financé. C'est tout le vice de ce système. La démocratie aujourd'hui est en partie corrompue par l'argent privé. Et ça nous invite à améliorer et même à radicaliser notre plaidoyer pour des campagnes électorales propres. Alors, je résume une des propositions, parce que c'est un ouvrage remarquable que je vous invite à lire avec beaucoup d'exemples de droit comparé, mais une des propositions est assez simple. Elle consiste à dire la vie politique, la démocratie, la possibilité d'organiser des élections, des partis politiques, finalement, ça coûte 7 € par Français en âge d'aller aux urnes. Et pourquoi est-ce que ces 7 €, chaque citoyen n'en disposerait pas en indiquant sur sa feuille d'impôt à quel parti il souhaite donner ces 7 €? Et puis, s'il y a des concitoyens qui ne sont pas du tout intéressés par la vie politique, on pourrait le faire comme aujourd'hui, pour effectivement donner ça en fonction de la répartition à l'Assemblée nationale, de la répartition des partis à l'Assemblée nationale. Mais si on avait un tel système, évidemment, chacun déciderait, donc il y aurait une sorte de possibilité de révoquer financièrement des partis qui ne tiendraient pas leurs promesses. Ça faciliterait l'émergence de partis nouveaux. Ça faciliterait même l'émergence de pratiques démocratiques innovantes, parce que même le référendum d'initiative citoyenne, pour ceux qui soutiennent une thèse, il y a besoin d'argent. Alors, il peut y avoir des exceptions remarquables, mais l'argent, statistiquement, a une influence sur la décision politique, a une influence sur le vote, surtout, une influence sur le vote.
Donc aujourd'hui, ces propositions sont très brièvement résumées. Reste à convaincre le prince. Reste à convaincre le prince. Parce que les partis en place n'ont pas du tout intérêt à modifier cette situation, évidemment. La situation actuelle permet aux partis majoritaires d'avoir pour 5 ans une masse d'argent qui assure au moins la stabilité. Après, c'est différent. Mais malgré tout, c'est aujourd'hui qu'un rêve. Mais quand une femme rêve, ce n'est qu'un rêve. Quand nous sommes beaucoup à rêver, c'est le début d'une réalité. Et j'appelle Julia Cagé, qui nous invite à faire de beaux rêves, qui deviendront peut-être demain la réalité. Je vous invite à faire de beaux rêves, mais j'espère que je ne vais pas vous endormir avec mon discours. Alors je tiens tout d'abord, pour commencer, à remercier l'association Anticorps pour ce prix éthique. Je veux aussi remercier ma maison d'édition Fayard, et je tiens tout particulièrement à remercier mon éditrice, Sophie Kukoyanis, qui m'a accordé sa confiance il y a quelques années, quand je suis allée la voir avec un livre, et je lui ai dit, j'ai une idée très très grand public, je vais faire un livre sur le financement de la démocratie. Alors à ce moment-là, je lui ai promis bien sûr un livre court, et sans trop de figures. Alors on peut dire que je m'y suis à peu près tenue, puisque j'ai écrit 464 pages, 68 figures, et en fait ça fait moins d'une figure toutes les 7 pages. Donc il y en a d'autres qui ont quand même fait pire que moi. En même temps, je pense qu'il est difficile de parler de prix sans parler de chiffres. J'imagine qu'il est même difficile de recevoir un prix sans parler de chiffres. Et si j'osais, Raphaël Arditi, Madame Saint-Pierre, je vous demanderais peut-être votre rémunération pour présenter la cérémonie de ce soir. En même temps, j'ai un peu peur que vous nous fassiez une Chantal Joanneau, que vous vous vexiez, et du coup vous retournez vous asseoir et vous refusez de présenter la cérémonie, mais quand même sans rendre les 14 000 € avant. Bon, sérieusement, je suis extrêmement touchée par ce prix. Tout d'abord parce qu'il s'agit pour moi du fruit de 4 années de travail, et que j'ai parfois eu un peu moins de réussite dans mes engagements récents. D'ailleurs, je tiens à dire que bien sûr, on ne parlera pas ce soir du prix moyen d'un vote lors de la dernière campagne présidentielle en France. Sinon, j'ai choisi le métier de chercheur pour essayer à ma mesure de faire bouger les choses, ce qui passe, je pense, par la description du monde tel qu'il est. Il est important d'établir des faits précis, c'est ce que j'ai voulu faire dans le prix de la démocratie en ce qui concerne les financements privés et les financements publics de la démocratie. Et je pense qu'une fois que les faits sont établis, on ne peut vouloir que faire changer les choses. Et j'espère que ce livre et le prix que vous lui remettez vont permettre d'y contribuer. Pour commencer, nous vivons aujourd'hui en France dans l'illusion d'une démocratie régulée. Et il est ainsi facile de sans cesse prendre l'exemple américain pour dire qu'ici tout va bien. Or, en France aujourd'hui, comme aux États-Unis, les dons en partis politiques sont un phénomène de classe et on assiste à une capture du jeu politique par les plus favorisés. On essaie parfois de me faire dire « oui, mais c'est quand même mieux en France qu'aux États-Unis ». Oui, c'est quand même mieux en France qu'aux États-Unis, où au total, plus de 4,5 milliards de dollars ont été dépensés au cours de la dernière élection présidentielle. C'est quand même mieux en France qu'aux États-Unis, où des milliardaires comme les frères Koch dépensent chaque année des centaines de millions d'euros pour mettre fin à toute forme de gouvernement. En même temps, en France, on ne prévoit pas non plus de construire un mur avec l'Espagne, mais on a refusé d'accueillir l'Aquarius, le navire de SOS Méditerranée qui a été bloqué pendant de longs jours avec plus de 600 migrants à bord. Et moi, je pense que sur tous les plans, l'objectif ne devrait pas être de se comparer aux pires. On nous dit l'argent en politique n'est pas un problème en France. La preuve en est que les dons aux partis politiques sont limités à 7 500 € par personne et par an. Sous-entendu, tout le monde est libre de donner 7 500 € à un parti chaque année. Sauf que tout le monde ne peut pas exercer cette liberté. C'est important de le rappeler, 7 500 €, c'est la moitié du salaire annuel total d'un travailleur au SMIC. Et on laisse ainsi la possibilité aux seuls plus favorisés de financer le fonctionnement de la démocratie et donc d'influencer par leurs dons privés les résultats électoraux et les décisions politiques. On leur donne plus de voix quand la démocratie devrait être définie comme une personne
égale une voix. Eric Alt le rappelait tout à l'heure, en fait, en moyenne, en France, aujourd'hui, vous avez moins de 1% des Français qui font un don aux partis politiques. Ils sont 10% parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés. Le don moyen à un parti politique aujourd'hui pour les 50% des Français les plus modestes, c'est 120 €. Certes, ils ont la liberté de donner 7 500 €, c'est juste qu'ils ne peuvent pas. Le don moyen pour les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés est de 5 245 €, ce qui est presque le plafond, ce qui veut dire d'ailleurs que, heureusement, on a un plafond en France, parce que sinon, ça irait beaucoup plus loin. Et enfin, vous le rappeliez extrêmement bien, avec les réductions fiscales, on a mis en place en France un système où ce sont les plus pauvres qui paient pour satisfaire les préférences politiques des plus riches. Et je veux souligner un point en masse totale. Les réductions fiscales associées aux dons aux partis politiques et aux campagnes électorales en France, chaque année, ça représente 63 millions €. C'est le même montant que celui accordé au financement public direct des partis. Donc dans un cas, on a 1 € par Français, et dans un autre cas, on a plusieurs milliers d'euros pour quelques centaines d'individus. Et bien sûr, on n'y verra aucun lien avec les politiques mises en œuvre. Du coup, moi, quand j'ai écrit mon livre, je me suis souvent posé la question, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment peut-on accepter comme citoyen un système où les plus pauvres paient pour satisfaire les préférences politiques des plus riches? Et alors, comme je suis quelqu'un de résolument optimiste, j'ai envie de répondre, nous l'avons accepté jusqu'à présent parce que nous ne le savions pas. Bah maintenant, nous le savons. Et je pense qu'il faut une mobilisation citoyenne face à cette capture du jeu démocratique par les intérêts privés. Et je pense que pour commencer, il est urgent de supprimer les réductions fiscales associées aux dons aux partis politiques et aux campagnes électorales. Pour moi, c'est une évidence. Je ne sais pas si ça peut passer par une pétition citoyenne, par exemple sur un site comme change.org. J'espère qu'en tout cas, le prix éthique d'Anticor permettra d'aller dans ce sens-là. Dans mon livre, je vais plus loin sur deux plans. D'une part, je propose drastiquement de limiter les dons aux partis politiques et aux campagnes électorales à 200 € par individu et par an. Et encore 200 €, c'est un effort financier important pour la plupart des citoyens, mais vous avez des citoyens qui sont prêts à payer leur cotisation de militants de 200 €. On ne va pas les en interdire, mais au moins on va réégaliser l'ensemble de ces citoyens face au financement privé de la démocratie. Et la seconde proposition que j'ai faite, ce sont les bons pour l'égalité démocratique. Vous l'avez extrêmement bien résumé. C'est l'idée de donner à chaque citoyen français le même montant d'argent public, 7 € d'argent public par citoyen, indépendamment des revenus, indépendamment des ressources qui seront allouées aux partis de votre choix. On peut le faire très facilement au moment de la déclaration d'impôt. Moi, j'ai commencé à écrire ce livre, je veux le souligner, en 2014, donc c'était bien avant l'élection d'Emmanuel Macron, et j'aurais écrit le même livre avec Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, président de la République. Mais d'une certaine manière, l'élection d'Emmanuel Macron et les modalités de financement de la République En Marche nous rappellent l'urgence de réformer le système, parce qu'en fait, c'est le système qui est corrompu aujourd'hui. C'est le système qui fait qu'un parti comme La République En Marche a levé plus de 13 millions d'euros la première année de son existence, dont 663 dons de 7 500 €. Et je pense que c'est ce système qui explique pourquoi les premières politiques mises en œuvre par Emmanuel Macron ont été la suppression de l'impôt sur la fortune, ont été la fin de la progressivité de la taxation du capital et ont été la suppression de l'exit tax. Alors moi, on me demande souvent, mais pourquoi Emmanuel Macron prend-il des décisions aussi impopulaires? En fait, Emmanuel Macron prend des décisions extrêmement populaires auprès de ceux qui l'ont financé. Sinon, je pense que ce livre, il prend une résonance toute particulière aujourd'hui dans le contexte des Gilets jaunes, parce que la crise des Gilets jaunes est non seulement une crise de pouvoir d'achat, mais c'est également une crise politique qui est due au manque de représentativité dont souffrent les classes moyennes et les classes populaires. Il faut réintroduire aujourd'hui de l'égalité politique. Il est urgent de redonner à chacun la même voix. Il faut donner également aux citoyens la possibilité de s'exprimer entre deux élections. Alors, on demande parfois le référendum d'initiative citoyenne. Alors, pourquoi pas? Mais comme le rappelait Eric Alt, le problème d'un référendum d'initiative citoyenne, c'est que derrière, il y a une campagne. Et si on regarde l'exemple de la Suisse, la très large majorité des référendums d'initiative citoyenne en Suisse échouent. Pourquoi? Parce que vous avez des entreprises qui dépensent bien davantage
que les citoyens. Donc il faut d'abord commencer par résoudre le problème du financement des campagnes, et d'ailleurs on pourrait commencer par un RIC sur ce sujet central. Il y a aussi un débat croissant autour de la question des référendums révocatoires. Les bons pour l'égalité démocratique sont une forme de référendum révocatoire en douceur, qui respectent le jeu démocratique, qui permettront à de nouvelles sources politiques d'émerger entre deux élections, ce qui n'est pas le cas avec le système actuel de financement des partis qui est figé par intervalle de 5 ans, et qui permettront également aux citoyens de signaler leur mécontentement quant aux politiques mises en œuvre par les partis en place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut mettre fin à la capture du jeu démocratique par les intérêts privés, ce qui suppose, pour commencer, un financement public conséquent, et je dis bien un financement public, parce que la tentation actuelle serait plutôt de refuser d'utiliser l'argent de nos impôts pour financer la démocratie, sauf que si on ne le fait pas avec de l'argent public, ça sera financé par les intérêts privés. Donc il faut un financement public conséquent et égalitaire de la démocratie. Donc une nouvelle fois encore merci à l'association Anticorps pour ce prix éthique qui me touche énormément, surtout le fait de le toucher avec un journaliste comme Martine Orange. La seule fois où j'ai eu un prix dans ma vie, la dernière fois, c'était avec Fabrice Arfi. Je me dis que Mediapart me porte chance. Et aussi particulièrement avec Les Jours, qui est un média auquel je suis particulièrement attachée depuis sa création, notamment à cause du fait de son combat pour un journalisme indépendant. Et je vous propose qu'on prenne tous ensemble en 2019 une bonne résolution pour notre démocratie, celle d'organiser la mobilisation citoyenne pour davantage d'égalité démocratique. Merci beaucoup.